Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission La Pause décoloniale. La Pause décoloniale, c'est l'émission des femmes par les femmes et pour les femmes qui pensent et repensent la décolonisation. Dans ce troisième épisode de cette quatrième saison et dans le cadre de notre thème La résistance culturelle, nous avons choisi de nous intéresser aux représentations dans les documentaires du 13 mai 2024. L'intérêt du documentaire est multiple. Il permet de raconter des faits dans un contexte particulier et également de garder une trace d'histoire ou des histoires pour les générations futures. Ainsi, le ou la réalisatrice de documentaires nous invite à plonger avec eux dans leur vision et leurs interprétations de la réalité. Est-ce que les documentaires sortis depuis les événements du 13 mai 2024 sont représentatifs de la réalité de la population ici au pays ou seulement d'une partie ? Comment les idéologies politiques nourrissent certaines interprétations individuelles ou collectives et certaines représentations médiatiques ? La Pause décoloniale s'est intéressée à deux documentaires en particulier. Porte de fer d'Alan Nogue et le documentaire Entre les tours Nouméa 2024. Ces deux documentaires ont été diffusés sur NC La Première à des heures de grande écoute. Ils ont donc eu une place privilégiée pour toucher un maximum de personnes et donner leur point de vue et leur représentation du 13 mai 2024 et des mois qui ont suivi. Nous entendrons Anaïs Duong-Pedika dans la première partie. Elle nous donnera son analyse du documentaire Porte de fer d'Alan Nogue. Et nous entendrons également Sophie dans la deuxième partie, une auditrice que l'équipe de La Pause décoloniale a contactée pour cette émission. Et elle analysera le documentaire Entre les tours Nouméa 2024. Place tout de suite à Anaïs. Bonne écoute et bonne pause décoloniale. Quels sont vos avis par rapport aux documentaires qui sont sortis et ont été diffusés par rapport au 13 mai ? Alors moi, j'ai regardé le documentaire d'Alan Nogue intitulé Porte de fer, qui a été diffusé en novembre 2024 dans le programme itinéraire de NC La Première. On peut le regarder en ligne jusqu'à novembre cette année. Dans ce documentaire, le réalisateur, donc Alan Nogue, qui vit dans le quartier de Porte de Fer, filme des scènes de ses fenêtres et de son balcon. Il décrit son quotidien et celui de sa famille pendant l'insurrection de mai 2024 jusqu'à juillet 2024. Il y a beaucoup de scènes filmées de nuit où on ne voit pas grand-chose et où l'accent est plutôt mis sur le son et le bruit. Donc on entend notamment des coups de feu, des explosions, des voix de jeunes Kanaks. Il y a aussi des vidéos que le réalisateur regarde sur son téléphone qui sont partagées sur les réseaux sociaux. On remarque d'ailleurs que dans les vidéos, on voit rarement la répression militaire et policière envers les jeunes Kanaks ou la violence policière ou des milices dans les quartiers populaires de manière générale. Ce sont souvent des vidéos où on voit des jeunes Kanaks en action et qui donnent l'idée de jeunes Kanaks qui prennent presque plaisir à la violence, ce qui donne déjà une idée de la violence assez biaisée. Il y a aussi des images qui sont prises à partir de la voiture où on voit du coup des carcasses de voitures brûlées, des bâtiments brûlés, des tags. Donc c'est les images qu'on est habitué à voir depuis l'année dernière. Et il y a aussi des interviews avec des personnes à visage découvert et des personnes anonymes qui donnent leur avis sur ce qui se passe et aident le réalisateur dans sa quête en fait pour comprendre ce qu'il se passe. Trouvez-vous qu'il reflète les réalités politiques et sociales qui ont mené au 13 mai et ce qu'il s'est passé pendant la révolte ? Alors pour moi, le documentaire Porte de fer, il est intéressant à analyser plus comme un document d'histoire, pas comme une vérité politique. Il représente la réalité de certaines personnes au pays, notamment la réalité de familles blanches ou non kanaks, plutôt libérales, donc pas des loyalistes radicales et en tout cas pas des personnes qui se perçoivent comme racistes, et pas des personnes qui sont perçues comme racistes par leurs entourages et des personnes qui valorisent, entre guillemets, le vivre ensemble. Pour moi, ce documentaire, il exemplifie plusieurs étapes psychologiques et émotions coloniales qu'on retrouve à travers l'histoire du pays, mais aussi dans d'autres contextes coloniaux. Ce qui est le plus évident tout au long du documentaire, c'est l'innocence blanche. En fait, je pense que Porte de fer met en avant l'innocence du réalisateur et de sa famille. Par exemple, un thème qui revient tout au long du documentaire, c'est l'incompréhension du réalisateur par rapport à la situation. Il dit au début, et ici je cite,
Après avoir vécu ici quasiment toute ma vie, je ne comprends rien de ce que je regarde en face de moi. Le pourquoi du comment. Rien n'aurait pu me préparer à cela. Fin de citation. Donc, tout au long du documentaire, il se pose des questions, il cherche, on le sent vraiment perdu. À un moment, alors qu'il filme des infrastructures brûlées avec des tags et graffitis sur les murs, il dit « Est-ce que finalement, ici, personne n'a jamais pu se blairer ?» Et je trouve qu'il y a un paradoxe, c'est qu'il filme des murs avec des tags qui transmettent des messages qui sont très politiques, que les jeunes ont voulu faire passer par leurs actions. Mais au lieu de lire ces messages et de les prendre au sérieux et de les considérer comme peut-être des éléments de réponse, il continue à se poser des questions et à parler par-dessus. D'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant de replacer ce documentaire dans l'histoire, car même au moment des insurrections de 1878 ou de 1917, les récits de colons laissaient entendre qu'ils n'avaient rien vu venir, qu'ils étaient surpris, comme ils avaient de bonnes relations avec les Kanaks, au point que certains colons se sentaient trahis lors des révoltes. Et ce thème de personnes dominantes qui vivent dans des sociétés coloniales ou racistes et qui sont complètement perdues ou surprises lors des révoltes et d'insurrections se retrouve dans plusieurs contextes. On pense notamment à la Palestine, mais aussi aux révoltes d'esclaves aux États-Unis, par exemple. Et pour moi, ça montre qu'il y a vraiment une déconnexion complète entre la réalité des opprimés, des colonisés, et celle des personnes dominantes ou des colons en situation coloniale. On retrouve aussi cette innocence blanche coloniale dans la manière dont le réalisateur fait entendre la voix de sa fille et dans ses interactions avec sa fille. Par exemple, sa fille explique à la caméra à un moment que les explosions ne font pas du tout mal, qu'après on tombe dans les pommes et que ça donne juste le temps de mettre les gens en prison. On comprend que c'est ce que ses parents ont dû lui expliquer pour la rassurer, mais dans ces explications, il y a malgré tout une minimisation et une banalisation de la violence et de la répression envers les Kanaks. On peut se demander si les parents Kanaks ont le luxe de pouvoir cacher la vérité de la violence à leurs enfants, si ces enfants n'en ont pas directement fait l'expérience ou n'en ont pas été témoins. D'ailleurs, à un moment, le réalisateur partage le fait que sa fille se demande pourquoi le pays où elle est née est à ce point-là parti à l'envers. Et pour moi, là, il se passe un moment intéressant où son père lui répond que depuis la prise de possession de la Calédonie par la France, ça c'est ce qu'il dit, les Kanaks n'ont jamais cessé de revendiquer leur indépendance. Et il ajoute « Mais c'est pas des trucs à raconter aux gosses, enfin si peut-être ». Et pour moi, ce passage, il est intéressant pour ce qu'il nous dit sur l'éducation qu'on donne aux enfants sur l'histoire. Le fait que sa fille se pose des questions, ça indique déjà qu'elle ne connaît pas l'histoire de son pays. Enfin, déjà, la surprise, ça indique une ignorance. Encore une fois, on peut se demander si les enfants Kanaks du même âge, de quartiers populaires ou même ailleurs, sont à ce point ignorants. Mais l'idée que parler de colonisation n'est pas pour les enfants, ça soulève un problème quant au fait de reproduire et d'élever des générations d'enfants ignorants de leur histoire et de leur place dans l'histoire. Et surtout dans un contexte où, c'est le cas de ma génération, mais de beaucoup d'autres avant moi et peut-être après, on sait que l'éducation nationale n'a pas fait assez pour nous éduquer sur notre histoire. Donc c'est quand même une responsabilité qui revient aux familles et aux parents. Donc c'est important qu'on ne considère pas la colonisation comme un sujet tabou par rapport aux enfants. Et je trouve aussi que la question de l'innocence de l'enfance, elle est intéressante parce que je regardais il y a quelques jours un documentaire sur des enfants palestiniens qui vivent en Cisjordanie et qui faisaient partie d'une troupe de théâtre dans les années 90. Et la colère, le sentiment de colère, c'était une émotion partagée par tous les enfants que les animateurs du théâtre essayaient de canaliser dans le théâtre. Et les mamans de ces enfants racontaient aussi que les enfants ont tellement de colère en eux par rapport à la violence dont ils font l'expérience quotidiennement. Donc cette innocence de l'enfance, c'est vraiment pas universel, mais c'est quand même un privilège. Une autre émotion qui est très présente dans le documentaire, c'est la peur. Le réalisateur répète souvent « j'ai la trouille » ou alors « on est coincé dans notre appart comme des rats, la peur au ventre ». Il appuie à plusieurs reprises sur l'aspect un peu dystopique de ce qui se passe pendant l'insurrection, mais tout cela est contrebalancé par le fait qu'il filme de son appartement, assez bien décoré et en relative sécurité. Et je dis en relative sécurité parce que
comparé aux jeunes qui se font tirer dessus dans la rue, littéralement en bas de chez lui. On est quand même aussi vraiment loin de scènes apocalyptiques comme on peut en voir dans d'autres parties du monde en ce moment. Et là, encore une fois, je parle du point de vue du réalisateur qui filme de son appartement, de ses fenêtres, de son balcon. Donc la peur dans ce contexte-là, elle vient en fait des messages qui circulent entre voisins, des vidéos, des stéréotypes racistes de Kanaks violents et agressifs qui chercheraient à rentrer dans les maisons. Alors ça, c'est ce qui se partage entre ces personnes et c'est aussi partagé en fait dans le documentaire, dans un des interviews. Et donc là, c'est quand même important de rappeler que la grande majorité des civils qui ont été tués pendant l'insurrection, ce sont des personnes Kanaks. Aussi, étant situé à Porte de Fer, il soulève que du coup, sa résidence, elle est au milieu de logements sociaux. Et à cause de ça, ils ne peuvent pas mettre de barricades comme dans certains autres quartiers résidentiels. Et en soulignant ça, le réalisateur, finalement, il illustre le phénomène de ségrégation et les inégalités économiques et sociales et raciales en Kanaki Nouvelle-Calédonie, mais sans jamais vraiment les interroger ou les considérer en profondeur. C'est-à-dire qu'il se sent comme assiégé par les logements sociaux qui l'entourent, mais qu'à aucun moment il ne contextualise l'insurrection dans un contexte d'inégalité sociale criante. Pourtant, il se pose plein de questions sur le pourquoi du comment, alors que la continuation du colonialisme, elle est devant ses yeux par rapport à ce dont on disait, donc les graffitis, les tags, par rapport à les logements sociaux, qui y habitent dans ces logements sociaux, enfin voilà, toutes ces choses-là, mais il ne le voit pas. Et d'ailleurs, il ne se remet pas du tout en question, ni lui, ni ses émotions, ni sa manière de voir les choses, ni sa position. Donc voilà, c'était juste pour citer quelques exemples pour moi qui illustrent que ce documentaire, il est représentatif d'une partie de la société de Kanaki Nouvelle-Calédonie, mais il reste quand même déconnecté de l'histoire et dépolitise ce qui s'est passé pendant la révolte. Quelles sont les perspectives et les idéologies qui sont représentées dans ces documentaires ? Donc comme je l'ai expliqué, il y a dans le documentaire Porte de Fer un déploiement d'émotions qui sont propres aux colons, comme le sentiment d'innocence coloniale, la peur des Kanaks, qui est à la limite de la psychose. Et ce sont des émotions qui non seulement déresponsabilisent, mais aussi qui justifient la violence et la répression envers les Kanaks. Donc clairement, pour moi, même s'il y a un désir de comprendre ce qu'il se passe, le filigrane reste une idéologie plutôt coloniale, même si libérale, centrée sur les personnes blanches au pays. Il y a aussi des images qui sont superposées de discours d'indépendantistes et de discours de loyalistes et des images des manifestations contre le dégel et pour le dégel. Et ces images, quand elles sont superposées les unes aux autres, les unes après les autres, sans contextualisation, sans commentaire, elles sous-entendent que le problème serait lié à une bipolarisation du discours politique et une sorte d'égale responsabilité des deux camps politiques. Encore une fois, ça évacue complètement la question coloniale, les enjeux du dégel du corps électoral et de manière plus générale aussi la manière dont l'État français, à travers l'histoire, a utilisé les élections à des fins coloniales. Et enfin, il y a aussi une dépolitisation complète des actes des jeunes Kanaks. C'est-à-dire que le documentaire, il présente la révolte comme le fait de jeunes Kanaks en crise identitaire, qui sont sous, qui sont manipulés par les grands, qui n'ont aucune culture et qui ne trouvent pas leur place dans la société. Et en fait, cette représentation des jeunes, ça permet de les séparer du contexte historique de la lutte nationaliste du peuple kanak. Il ne s'agit pas ici de dire qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord avec les actions, ou même d'affirmer qu'il n'y a pas de problème identitaire ou pas de consommation d'alcool. Enfin, là n'est pas la question. Le problème ici, c'est dans la manière dont le documentaire évacue le caractère politique et anticolonial de la révolte. Parce qu'il s'agit d'une revendication de nature politique, c'est évident quand on regarde le contexte dans lequel elle se manifeste, mais aussi les tags, tous les interviews qui ont été faits avec les jeunes des quartiers. Quels impacts ont-ils eu sur l'opinion publique et l'histoire ? Alors, je pense que le documentaire Porte de Fer, il permet aux personnes qui n'occupent pas la position sociale de la famille du réalisateur ou aux personnes qui n'étaient pas présentes au pays au moment de la révolte de comprendre leur quotidien pendant cette révolte et de prendre la mesure de leur détresse psychologique. Par contre, le documentaire, il ne cherche pas à replacer la révolte dans son contexte historique et il dépolitise complètement les actions des jeunes. À plusieurs reprises, le réalisateur mentionne le 3e référendum et le dégel du corps électoral comme là où tout aurait commencé,
mais il ne parle pas de colonisation, il ne parle pas de la lutte historique du peuple kanak contre la colonisation, et il ne parle pas non plus des écarts socio-économiques énormes qui permettent des conditions de misère sociale pour le peuple kanak. On n'a pas non plus une idée réaliste et représentative de la violence, de la répression militaire et policière dans les quartiers à majorité kanak, ni de la violence des milices. En réalité, on n'apprend pas grand-chose de la Kanaki Nouvelle-Calédonie en regardant Porte de Fer, autre que la psychologie d'une personne non kanak libérale. Donc ça reste vraiment une vision très limitée et subjective qui doit être remise dans son contexte historique et qui demande un esprit critique afin de ne pas normaliser les discours qui s'y trouvent. Malheureusement, comme j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'esprit critique, ce genre de récits-là, quand ils ne sont pas contextualisés, c'est très facile de les prendre comme si ce sont des vérités historiques. Merci Anaïs pour cette analyse du documentaire Porte de Fer d'Alan Nogue. Nous allons retrouver maintenant Sophie et son analyse du documentaire Entre les tours Nouméa 2024. Une des questions abordées dans cette prochaine partie est celle de la représentativité des documentaires. Il est intéressant de noter que la page Cris d'Océanie sur Instagram s'était aussi intéressée à ce sujet et avait même fait un sondage dans sa story pour demander l'avis des personnes sur ce documentaire. Et beaucoup de réponses ont été assez critiques. Écoutons à présent Sophie. Bonjour la Pause décoloniale, je vous remercie de m'accueillir dans votre émission aujourd'hui. Alors je viens pour répondre à quelques questions qui m'ont été posées concernant des documentaires qui ont été diffusés sur un de ces premières concernant les événements qui se sont passés pendant le 13 mai. Quels sont vos avis par rapport aux documentaires qui sont sortis et ont été diffusés par rapport au 13 mai ? Donc ma réponse à cette question, c'est que je trouve que les documentaires sont pas assez approfondis par rapport à ce qui s'est passé avant, pendant et après le 13 mai. C'est-à-dire que les documentaires sont essentiellement tournés sur Nouméa et le Grand Nouméa, ce qui fait que déjà c'est le secteur qui a été le plus touché par l'insurrection. Mais je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu de documentaire fait sur la province nord et sur les îles qui puissent montrer aussi le quotidien des gens qui se trouvent là-bas par rapport à tout ce qui s'est passé. Même si on n'a pas vécu forcément les mêmes choses durant cette période, c'est important d'avoir leur avis et leur opinion là-dessus. Mais aussi de montrer que durant cette période, il y a eu beaucoup d'élan de solidarité, surtout les personnes du Nord qui ont eu la gentillesse et la bienveillance d'aider les personnes dans le Sud en envoyant des denrées alimentaires et en essayant d'apporter leur soutien et leur aide du mieux qu'ils pouvaient. Je trouve dommage que cette partie-là ne soit pas assez représentée, du moins dans les documentaires que j'ai vus. Cette solidarité entre communes et entre provinces n'a pas été assez ou voire pas du tout mise en avant. Je pense que c'est bien de documenter tout ce qui s'est passé, mais il faut que ce soit aussi documenté sur tous les points de vue et sur tous les avis. Pas forcément que sur un seul avis et sur un seul point de vue. Trouvez-vous qu'il reflète les réalités politiques et sociales qui ont mené au 13 mai et ce qu'il s'est passé pendant la révolte ? Donc pour ma part, j'aimerais réagir et donner mon avis sur le documentaire intitulé Entre les tours, Nouméa 2024. Donc le documentaire est tourné autour de Magenta, un secteur où cohabite une grande majorité de Kanaks. Il met en avant ce qu'il s'est passé donc pendant et après l'insurrection avec le témoignage des habitants du secteur. Donc au cours du reportage, il est dit que la question du dégel électoral était du coup l'étincelle du 13 mai, ce qui est en partie vrai, mais je trouve très regrettable qu'il n'y ait pas eu de réel retour sur les actions qui se sont déroulées donc auparavant.
car il y a aussi différents dossiers et différents sujets comme le pacte nickel ou encore les précédents référendums ou certaines politiques publiques ou sociales qui ont été mises en place et qui ont fait qu'augmenter du coup la frustration et la colère du peuple à ce moment-là. Ce qui fait que donc tout ce passif en fait a engendré un soulèvement du peuple kanak. Donc selon moi, le fait que la chronologie ne soit pas approfondie sur ce qu'il s'est passé avant le 13 mai, mais aussi avant la question du dégel électoral, je trouve que ça ne permet pas d'avoir une bonne compréhension ou du moins d'avoir une vision large de ce qui a mené à l'insurrection. Donc par conséquent, on a l'impression que le 13 mai n'est que le résultat du projet du dégel du corps électoral, alors qu'il y a aussi eu beaucoup d'autres dossiers avant ça. Quelles sont les perspectives et les idéologies qui sont représentées dans ces documentaires ? Dans la question précédente, j'avais précisé que je parlais du documentaire tourné autour de Magenta, qui s'intitule Entre les tours, Nouméa 2024. Dans ce reportage, on peut voir le quotidien des habitants durant l'insurrection et un peu après l'insurrection. On peut voir le point de vue de la jeunesse qui, eux, sont farouchement opposés à la loi du dégel du corps électoral. Et on a le témoignage d'un jeune qui explique qu'il ne souhaite pas voir le peuple kanak être minoritaire dans ce pays. On peut les voir du coup mettre leur vie en danger pour défendre leur point de vue. Ensuite, on a l'avis des personnes plus âgées qui déplorent l'attitude des jeunes et la violence qui s'est déchaînée le 13 mai, car selon eux, les jeunes sont en partie responsables de cette insurrection et de ce qu'il s'est passé. Et on entend le ras-le-bol face au comportement de ces jeunes. On peut voir ces deux idéologies entre ces deux générations qui cohabitent ensemble diverger durant le reportage. On peut voir le discours des anciens qui est quand même assez mis en avant durant le documentaire, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment un temps de parole équitable avec la jeunesse, ce qui laisse pas assez de place en fait au développement de leur opinion. On a l'impression que leur avis est donné en début de reportage et c'est quelques minutes comparé au temps qui est donné aux anciens pour exprimer leur ras-le-bol et leur mécontentement. Quels impacts ont-ils eu sur l'opinion publique et l'histoire ? Selon moi, le documentaire ne laisse pas la place pour réellement se faire une réflexion large sur ce qu'il s'est passé le 13 mai et surtout comment on est arrivé à ce stade-là. Car par exemple, on peut voir, on entend les jeunes parler du dégel électoral, mais comme je le disais plus tôt, il faut voir aussi tout ce qu'il s'est passé pour le pacte nickel. Il y a eu aussi donc les anciens référendums, mais en même temps, on a eu aussi une année mouvementée en 2020 concernant le nickel avec tout ce qui s'est passé avec Trafigura, ce qui fait qu'on a eu vraiment plusieurs années où il y a eu des incertitudes, des conflits et plusieurs tensions. Donc c'est vraiment un historique qu'il ne faut pas négliger et c'est cet historique en fait qui nous a emmenés aux événements actuels. Bien sûr, il est important aussi de rappeler qu'on a été confronté du coup à 3 référendums en l'espace de quelques années qui s'est aussi soldé par un boycott sur le dernier référendum car le peuple kanak avait demandé à reporter le dernier suite au Covid. Avec tous ces éléments, on peut
on peut comprendre qu'il y ait eu à un moment donné une révolte qui s'est mis en place en fait. Bien sûr, je ne cautionne à aucun moment la violence qui a fait émergence le 13 mai, mais avec la chronologie des faits, c'était malheureusement quelque chose qui allait arriver à un moment donné. Donc forcément, si dans les documentaires, il n'y a pas toute cette chronologie, il est facile de croire que le dégel électoral est l'étincelle de cette violence sans vraiment avoir les éléments qui permettent de comprendre en fait clairement pourquoi on en arrive là à ce moment, à ce 13 mai en fait. Donc il est important de toujours rappeler les faits, toujours rappeler la chronologie de l'histoire pour pouvoir être clair en fait sur le cheminement de tout ça. Parce que ça peut avoir un impact important sur l'histoire si on ne dit qu'une certaine partie des faits ou que l'on donne qu'un seul avis. Ça peut bien sûr mener à des réflexions qui sont biaisées ou alors se faire un avis qui n'est pas complet à ce moment-là. Donc voilà pour moi, mesdames. Je tenais à vous remercier de m'avoir invité à partager sur ce sujet et bon courage à vous et bonne continuation. Merci à Anaïs Duong-Pédika et Sophie pour leurs analyses de ces deux documentaires. Il était important pour la pause décoloniale d'aborder cette question des représentations dans notre contexte actuel, un contexte où le paysage médiatique est complètement appauvri et où la place n'est donnée qu'aux voix, qu'aux discours et qu'aux visions dominantes. Cet épisode est une nouvelle occasion pour continuer de cultiver notre esprit critique. Cet esprit critique qui joue un rôle primordial dans la résistance culturelle par rapport à ces productions médiatiques. Et un constat s'impose, l'importance de s'approprier nos propres récits, car ce sont eux qui façonneront les représentations des générations futures. Merci à Radio Jido pour la diffusion de cette émission. Merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation de cet épisode et merci à vous d'être toujours présents. Vous pourrez retrouver cet épisode en podcast sur notre chaîne YouTube, La Pause Décoloniale KNC et toutes nos dernières news sur la page Facebook du même nom. Encore merci et à bientôt pour une nouvelle pause décoloniale.